Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer ce webinaire sur le bilan de compétences, un outil pour redonner du sens à votre travail. Donc, je m'appelle Aymeric Le Breton. Je suis président cofondateur d'Orientaction. Moi-même, praticien et accompagnant en bilan de compétences pendant presque 20 ans. Et c'est moi qui vais vous accompagner durant toute la durée de ce webinaire. Alors, avant de commencer, une brève présentation d'Orientaction pour que vous puissiez savoir d'où on parle, d'où je parle, et mieux connaître notre structure. Donc, Orientaction, c'est le leader français du bilan de compétences. On fédère des équipes qui rassemblent environ 800 consultants sur tout le territoire français, y compris la Corse et les territoires ultramarins comme la Réunion ou la Guadeloupe. On est présent dans un petit peu plus de 450 villes, donc des très grandes villes, mais aussi des toutes petites villes, parce que notre credo, c'est d'être un réseau de proximité. Et puis, on a accompagné un petit peu plus de 50 000 personnes depuis notre création dans leur évolution professionnelle. Et donc, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est basé sur cette expérience de l'accompagnement de toutes ces personnes. Alors, on a des valeurs et c'est important que je les cite ou que je les explicite parce qu'elles vont imprégner nos méthodologies, elles vont imprégner cette présentation. Et en plus, les valeurs, c'est le sens. Donc, je pense que ce sont des choses qui vous parlent. Notre première valeur, c'est l'épanouissement. C'est-à-dire que nous, on a créé des méthodes, on accompagne des personnes et notre objectif, c'est toujours l'épanouissement. C'est que que le plus grand nombre de personnes puissent se sentir épanouies dans leur activité professionnelle. On a une conviction, c'est l'action. C'est que vous tous présents, vous êtes acteurs de votre vie professionnelle et l'idée, c'est pas de considérer que ce sont les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive, mais plutôt que c'est à nous de prendre en main notre avenir pour pouvoir construire cette vie professionnelle épanouissante qu'on recherche. Et donc, l'action, elle est extrêmement importante dans nos méthodologies. Mais bien sûr, pour réussir tout ça, il faut être accompagné. Moi, à travers mon expérience, ce que j'ai pu constater, c'est que quand on a un projet, quand on veut changer sa situation, quand on veut évoluer, eh bien parfois tout seul c'est difficile parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, parce que parfois on a des freins, des limites qu'on se met à soi-même ou des freins véritablement objectifs. Et le fait d'être accompagné, ça va nous aider à dépasser ces freins, à aller au-delà et à passer à l'action. Et donc c'est vraiment ces trois valeurs qui fondent nos accompagnements, l'épanouissement, l'action et l'accompagnement. Alors, on propose bien sûr du bilan de compétences, ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi d'autres prestations, l'accompagnement à la VAE, l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, si vous avez un projet de création d'entreprise, vous pouvez aussi faire appel à Orientaction, l'outplacement qui est de la recherche d'emploi, le recrutement, et puis le coaching avec une orientation santé, c'est-à-dire pour des personnes plutôt qui sont en situation de burn-out ou en situation de souffrance. Et bien sûr, je n'oublie pas les jeunes, puisqu'on accompagne aussi des jeunes. Donc, on a ce qu'on appelle le bilan d'orientation, qui est un équivalent du bilan de compétences, mais pour des lycéens, des étudiants. Et ça, c'est assez génial, parce que quand on est jeune, eh bien, tout est possible et c'est beaucoup plus facile que quand on a pris un petit peu d'âge de pouvoir changer sa situation. Donc, on est ravis de pouvoir les accompagner également. On est bien sûr un organisme certifié Calliope. Nos offres de formation sont éligibles au CPF. On a reçu en 2009 un prix européen pour notre offre d'orientation tout au long de la vie. Et en 2019, on a travaillé avec la Caisse des dépôts et consignations à la co-construction de Mon Compte Formation. Et pour terminer, quelques mots sur moi. Donc, moi, j'ai commencé à faire des bilans de compétences en 2003. Je suis psychologue du travail à la base. Et puis après, j'ai fait un doctorat de psychologie. Donc, je suis devenu chercheur à l'université, dans les grandes écoles. Et j'ai continué mes activités de recherche. Donc, j'ai été praticien pendant à peu près 18 ans, chef d'entreprise, bien sûr. Et puis, aujourd'hui aussi, j'innove. Je développe des thèses, des outils, des méthodologies dans le cadre du bilan de compétences, mais pas que, pour accompagner le plus grand nombre de personnes vers l'épanouissement.
Voilà donc ce que je pouvais vous dire en introduction pour mieux connaître Orientation et mieux me connaître. Et on va rentrer dans le vif du sujet parce que ce qui vous intéresse, c'est bien sûr qu'on parle du bilan de compétences comme outil pour redonner du sens à votre travail. Alors, je voulais commencer pour vous parler donc, du bilan de compétences comme un outil pour redonner du sens à son travail par vous partager cette citation que je trouve particulièrement inspirante. C'est une citation du philosophe Confucius. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un philosophe qui est né il y a plusieurs milliers d'années. Donc, on voit que c'était déjà une préoccupation il y a extrêmement longtemps dans l'histoire des hommes et des femmes. Et donc, cette citation, c'est « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Et cette citation, je la trouve particulièrement inspirante parce que nous, on reçoit chaque jour dans nos cabinets des personnes qui sont fâchés contre leur travail, fâchés contre leurs collègues ou leurs managers, déçus, insatisfaits ou parfois perdus. Et quand ils ressortent de nos accompagnements, en fait, ils ont retrouvé ce sens, ce goût, et surtout, ils se sont réconciliés souvent avec leur activité professionnelle. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que son activité professionnelle, eh bien, on l'aime, qu'on ait envie d'aller au travail, qu'on s'y sente utile. Et c'est ça, en tout cas, qu'on essaye de faire avec vous. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, bien sûr, le travail, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours drôle. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des contraintes. Mais à un moment donné, quand on a un sens à ce qu'on fait, quand on a choisi ce qu'on fait, eh bien, on a une capacité à affronter ces difficultés qui est beaucoup plus grande. J'y reviendrai par la suite. Alors, un bilan de compétences, ça commence presque toujours par un questionnement. Si vous êtes là d'ailleurs, que vous vous intéressez à la question du bilan de compétences, c'est, j'imagine, que vous-même ou que des proches sont dans cette situation de questionnement. Ces questionnements, ils sont pluriels, ils dépendent vraiment de l'histoire, de la situation de chaque individu. Mais ce sont des questions comme « est-ce que j'exerce le bon métier ? Est-ce qu'il y a un métier qui me correspondrait plus que mon métier actuel ?» L'INSEE, elle recense 5865 métiers différents en France aujourd'hui. Donc ces 5865 métiers sont autant de possibles qu'on peut aller choisir. Et donc, on peut aussi, à un moment donné, face à tous ces possibles, avoir envie simplement de changer, d'expérimenter, d'explorer. Et il est légitime de se poser cette question, mais finalement, est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose ? Surtout que peut-être dans votre vie, vous avez, quand vous étiez plus jeune, déjà pensé à exercer tel ou tel métier qui vous attirait et où vous avez découvert d'autres métiers au cours de votre carrière qui pourraient vous intéresser. Et donc, il est légitime de se poser cette question, d'aller explorer d'autres possibles. Ça peut être aussi des questionnements, c'est, voilà, est-ce que je ne pourrais pas exercer un métier qui serait plus en lien avec mes passions ? Parce qu'il y a beaucoup de passions qu'on peut transformer en activité professionnelle. C'est ces fameuses réflexions qu'on mène dans le modèle Ikigai, vous savez, le modèle japonais, où on s'interroge à se dire, est-ce que finalement, cette chose qui me passionne pourrait devenir mon métier ? Ça peut être aussi d'aller vers un métier qui est plus proche de ses valeurs. On parle beaucoup de la transition écologique en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'interroger et se dire tiens, moi j'aimerais contribuer plus activement pour telle ou telle cause à travers mon activité professionnelle. Et puis après, il y a des personnes qui sont en situation d'inconfort. Sans doute que parmi vous, dans ce webinaire, il y a des personnes qui aujourd'hui sont en situation d'inconfort professionnel, d'insatisfaction, peut-être de mal-être, voire peut-être de souffrance. Et donc, ces personnes, il est légitime aussi qu'elles se posent la question, mais est-ce que je ne devrais pas changer d'employeur ? Est-ce que je ne devrais pas démissionner, demander une rupture conventionnelle ? Est-ce que je pourrais être épanoui ailleurs ? Aujourd'hui, je suis mal, mais est-ce que je pourrais être épanoui ailleurs ? La réponse, elle est bien évidemment oui. Elle peut être oui à l'intérieur de la même entreprise. Parfois, il suffit de changer de service pour être mieux. Elle peut être oui à l'extérieur de l'entreprise aussi. Parce que parfois, en changeant de métier, et on le verra tout à l'heure, on va changer radicalement sa situation et son état intérieur. Et puis après, il y a des questions qui concernent plutôt le style de vie.
il y a des personnes qui se disent, bah voilà, je travaille beaucoup, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'en fasse un peu moins? Il y a des personnes qui s'interrogent sur leur lieu de vie, travaillent à Paris, en Île-de-France, dans les grandes villes, et peut-être qu'elles auraient envie d'aller travailler plus à la campagne, dans une ville à taille humaine. Ça fait partie des réflexions de notre époque. Et elles sont légitimes aussi, parce que la vie dans les grandes villes a ses contraintes. Elle a ses avantages, mais ses contraintes. Et donc, on peut être amené, à un moment donné, à se poser des questions. Et si on veut faire un déménagement, bah oui, mais va se poser la question de l'emploi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans telle ou telle ville? Si je quitte Paris pour aller vivre à Bordeaux ou dans la Creuse, mais qu'est-ce que je ferai? Quelle sera mon activité professionnelle? Quelles seront mes perspectives? Et est-ce que finalement cette situation me conviendra à long terme? Et ça, c'est des questions auxquelles il est important de répondre avant de prendre une décision. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre la décision sans avoir réfléchi avant. Je vois trop dans mon activité professionnelle de candidats qui se présentent sur des offres de recrutement et qui, en fait, n'ont pas réfléchi à ce qui vraiment les faisait vibrer. Et donc, ils choisissent des offres sans avoir réfléchi. Et au bout de 6 mois, bah, ça ne se passe pas bien, ils s'en vont, ils sont déçus, l'entreprise est déçue. Ou alors des gens qui partent dans des projets, mais qui ne sont pas adaptés, et donc ils reviennent, ils changent de métier, puis après, ils reviennent à leur ancien métier. Ça me semble pouvoir être évité grâce justement à ce temps de réflexion avec des outils performants qu'est le bilan de compétences pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Alors, ces questionnements pratiques, ils font aussi écho à un questionnement que je dirais plus large, plus profond, plus philosophique, qui est la question du pourquoi, la question du sens au travail. Je pense que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui se sont posées un jour cette question, mais pourquoi je travaille? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je fais autant d'efforts? Parce que le travail, ce sont des efforts, ce sont des contraintes, ce sont des problèmes à résoudre, ce sont des difficultés à surmonter. Travailler, c'est pas facile, mais c'est aussi passionnant. À partir du moment où il y a du sens, on va trouver la force, justement, et la motivation nécessaire pour surmonter. Et donc ça, c'est aussi important de légitimement se poser cette question. Alors, en quoi le bilan de compétences va-t-il vous aider à trouver des réponses à toutes les questions que j'ai pu citer précédemment et à cette question philosophique ou existentielle du pourquoi? En tout cas, nous, dans la méthode qu'on a élaborée, dans le modèle que moi j'ai élaboré, c'est que le bilan de compétences, il permet de définir un projet professionnel qui va tenir compte de 4 éléments. 4 éléments qui me paraissent absolument fondamentaux. Premièrement, c'est la question de vos valeurs. Vos valeurs, c'est ce en quoi vous croyez, ce qui vous guide, ce qui vous anime profondément. Et ça, c'est extrêmement important d'en tenir compte. Il y a des gens qui sont guidés par une soif de liberté, d'autres qui sont guidés plutôt par la réussite, d'autres par le fait de changer positivement le monde. Voilà, il y a plein de motivations qu'on peut avoir dans ces valeurs, et ça, c'est hyper important de pouvoir les explorer. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un travail qui va être 100% compatible avec ces valeurs. Ça ne sera pas forcément ça, mais au moins de connaître ces valeurs pour pouvoir s'en rapprocher. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est la question des besoins. On a besoin, et on n'a pas tous les mêmes besoins pour pouvoir être épanoui au travail. Il y en a qui ont besoin d'avoir beaucoup de relations sociales, d'autres qui ont besoin d'avoir plutôt de la solitude. Il y en a qui ont besoin d'être tout le temps challengés, d'avoir toujours des défis dans leur activité professionnelle. Et il y a d'autres personnes, tous ces défis, tous ces challenges, ça va au contraire les épuiser. Et ces besoins, ils évoluent en fonction de l'âge. J'imagine, je ne vous connais pas tous et je ne connais pas vos âges respectifs, mais j'imagine que vous n'avez pas les mêmes besoins aujourd'hui que ceux que vous aviez quand vous aviez 20 ans ou 30 ans. Voilà, les besoins, ils évoluent en fonction de notre situation. Le problème, c'est que souvent, on ne le voit pas. Et on a choisi un métier à 20 ans, à 25 ans, et quand on a 45 ans, on est une autre personne. On a d'autres besoins, d'autres valeurs peut-être aussi. Et donc, tout ça, il faut pouvoir le réactualiser. Ensuite, il y a la question de votre personnalité. Ça, c'est très, très important. Nous, on a un modèle de personnalité qu'on appelle la personnalité profonde. Voilà, se redécouvrir dans ses préférences naturelles. Et puis enfin, il y a les talents. Voilà, là où on a du potentiel, là où on est bon, naturellement, par rapport à soi-même, pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Et donc, cette réflexion autour des valeurs, des besoins, de la personnalité et des talents va nous permettre de nous diriger dans un monde de possibles qui est très complexe et va nous permettre de prendre les meilleures décisions.
Et donc, c'est cette espèce de boussole que j'ai dessinée qui va nous permettre, en fonction de nos priorités, de définir ce projet et de nous orienter. On n'aura pas tout de suite, mais on va se mettre dans la bonne direction et mois après mois, année après année, on va se rapprocher de cet idéal professionnel dans lequel on se sent bien. Donc ça, c'est le principe selon lequel fonctionne le bilan de compétences. Maintenant, très concrètement, excusez-moi, comment ça se passe? Comment ça s'organise? Comment ça se déroule? Alors, d'abord, ça commence toujours par une rencontre, un bilan de compétences. Un bilan de compétences, c'est d'abord une rencontre de deux êtres humains. C'est un premier entretien, alors, qui est gratuit sans engagement, bien sûr. Et durant cet entretien, vous allez pouvoir rencontrer un consultant. On a 70% de femmes, 30% d'hommes. Ce sont des gens plutôt autour de 40 ans, qui ont une histoire de vie, qui ont une expertise, qui ont été formés à nos méthodes. Et donc, vous allez pouvoir rencontrer votre consultant et discuter avec lui présenter voilà, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. D'ailleurs, on dit souvent à son consultant des choses qu'on n'a jamais dites à personne. Et donc, il faut que vous vous sentiez bien avec cette personne parce que c'est elle avec laquelle vous allez passer les prochains mois à réfléchir sur votre avenir. Et donc, c'est très important, voilà, justement, que le feeling passe bien. Donc, vous allez pouvoir exprimer vos besoins, vous allez pouvoir rencontrer cette personne, et à l'issue de cet entretien, vous allez pouvoir prendre une décision. C'est-à-dire, soit vous vous engagez dans la démarche, ou soit vous vous dites, c'est pas pour moi, ou c'est pas pour moi maintenant. C'est possible aussi. Mais voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire, d'abord, il y a une envie, c'est sans doute celle qui vous fait venir à ce webinaire, et puis après, cette envie, il faut qu'elle se concrétise par une rencontre. Et puis, en fonction des résultats de cette rencontre, vous allez vous engager ou pas dans une démarche. Cette démarche de bilan de compétences, elle va durer entre 4 et 6 mois. C'est le temps classique qu'il faut pour réfléchir à son avenir. Parce que souvent, un bilan de compétences, on va s'engager après sur les 10 prochaines années, peut-être plus. Donc, c'est important d'avoir vraiment bien réfléchi et de prendre le temps. Pendant ces 4 à 6 mois, vous allez voir 8 fois votre consultant pour des entretiens de 2 heures. Mais vous n'allez pas faire que cela. C'est-à-dire qu'entre chaque entretien, eh bien, vous allez devoir faire des tests, passer des questionnaires, lire des histoires, rencontrer des gens, faire des recherches. Voilà, il va y avoir un fil rouge à votre bilan et vous aurez, voilà, qui permettra d'alimenter votre réflexion. Vous pourrez aussi discuter avec vos proches de vos projets, parce que quand on est en couple ou en famille, on doit aussi discuter de son projet avec son entourage, parce que forcément, ça peut aussi les impacter. Donc, c'est important d'en discuter. Voilà, donc c'est tout ça, en fait, c'est un processus voilà, qui se met en route de réflexion et qui nous permet d'explorer différents possibles. À chaque rendez-vous, vous aborderez un thème différent. Il y aura des tests. Alors, il y a des tests qui sont assez forts, hein, qui nous révèlent des choses, notamment le test de personnalité qui est extrêmement intéressant, qui permet vraiment de découvrir ou de se redécouvrir. Et puis, vous allez réfléchir, bien sûr, il y a une petite partie sur son passé professionnel pour voir ce que vous avez acquis, mais c'est surtout une réflexion sur votre avenir, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous êtes capable de faire, là où vous pourriez être le meilleur, là où vous pourriez apporter une valeur ajoutée, là où vous pourriez être utile, etc. Et donc, c'est comme ça que cette démarche va se structurer. Alors, très concrètement, je vous parlais des 8 rendez-vous. Eh bien, vous allez avoir, en fait, alors nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle des books. Donc, ce sont des outils qui sont numériques, qui vous permettent de structurer la démarche donc, entre les entretiens. Puis en entretien, vous discutez de ce que vous avez travaillé avant le rendez-vous. Donc, vous avez d'abord une première étape, là, vous voyez la femme Superman, là, ou Superwoman. Donc, c'est une introduction qui s'appelle « Se préparer au changement ». À l'issue de votre bilan de compétences, vous n'êtes pas obligé de décider de changer. Mais il y aura sans doute un certain nombre de changements. Et donc, il faut s'y préparer. Parce que le changement, il peut y avoir des freins. On a des croyances limitantes en nous qui nous empêchent d'oser. Il peut y avoir des freins objectifs. L'argent, les compétences, les offres d'emploi sur votre territoire. Enfin voilà, il peut y avoir des freins objectifs. Il peut y avoir des freins sociaux. Votre entourage qui n'est pas forcément sponsor de votre changement. Et donc, tout ça, il faut que vous puissiez vous préparer à tout ça pour au mieux être accompagné dans ce changement.
Ensuite, vous avez une première étape qui s'appelle construire un projet qui a du sens. Et là, je fais un lien avec ce que je vous ai parlé tout à l'heure, la question des valeurs. Très important de construire un projet qui tienne compte de vos valeurs, parce que s'il tient compte de vos valeurs, eh bien, il sera plus motivant pour vous. Deuxième étape, mieux connaître vos besoins et votre personnalité. Je vous en ai parlé. Donc là, on va vraiment creuser vos besoins de façon très concrète. Ça va aller sur les horaires de travail, le salaire, le type de manager avec qui vous vous sentez bien, le type d'entreprise dans lequel on se sent bien. Il y a plein de styles d'entreprise, avec plein de cultures d'entreprise. Et ce qui est important, c'est de savoir dans quel type d'entreprise on se sent bien. Il y a des personnes, ils se sentent très bien dans des entreprises familiales. Et puis, il y a des gens qui se sentent très bien dans des entreprises très challengeantes, comme une start-up ou des entreprises en fort développement, où il faut bosser énormément, où c'est dur, on a peu de moyens. Mais si vous mettez quelqu'un qui veut travailler dans une entreprise familiale, dans l'entreprise où on va tout le temps le challenger, il ne va pas être heureux. Et inversement, si vous mettez quelqu'un qui veut tout le temps être challengé dans une entreprise familiale où il y a un côté, on travaille, mais où c'est un rythme différent, pareil, il ne sera pas heureux. Donc, c'est trouver le bon environnement qui vous correspond sans juger ces environnements professionnels. On ne cherche pas, nous, à juger. On cherche juste à marier ensemble un environnement professionnel, un métier avec une personne, une personnalité, une histoire, etc. Troisième étape, explorer les possibles. Alors, durant l'introduction, l'étape 1 et l'étape 2, en fait, on va identifier ce qu'on appelle vos aspirations. Et puis après l'étape 3, on va venir explorer les possibles. Tout ce qu'il est possible. Et donc là, il faut savoir explorer la création d'entreprise, l'évolution interne, l'évolution externe sans changement de métier, l'évolution externe avec changement de métier. Voilà, vraiment aller tout explorer pour ne pas avoir le sentiment ou ne pas avoir le remords après de se dire « Ah, et si j'avais fait ça ? Je ne suis pas allé suffisamment explorer cette partie-là, j'aurais dû. » Non, là, on va tout explorer pour pouvoir ensuite fermer des portes. Parce que, c'est ça, il y a énormément de possibles, mais il va falloir fermer des portes. C'est ça qui est difficile à faire, d'ailleurs, dans notre société. Il y a tellement de choses qui sont possibles à faire qu'il faut être capable de dire « Non, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pas pour moi ou pas tout de suite. » Voilà, et c'est ça qu'on va vous aider à faire, que votre consultant va vous aider à faire à travers son accompagnement. Après, on va bien sûr vous aider à identifier vos compétences. Ça fait partie forcément du bilan de compétences. Là, nous, on a un modèle qui est très sympa, qui s'appelle le modèle de l'arbre, qui permet en fait d'élargir la notion de compétences. Des compétences, ce n'est pas seulement des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Il y a les hard skills, bien sûr, mais il y a les soft skills. Et puis, il y a aussi des éléments qui tiennent à des ressources profondes, à vos réseaux, aux entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, à votre culture. Voilà, on élargit, nous, la notion de compétences pour ne pas se focaliser sur… l'idée, ce n'est pas de refaire votre CV. On peut vous aider, bien sûr, à le refaire, mais ce n'est pas de se limiter à ça. C'est de vous faire découvrir qu'en fait, il y a plein de choses que vous savez faire et que vous pouvez faire. Et puis enfin, il y a la partie validation de projet, parce que le but, c'est quand même que le projet qui va être défini à la fin, il soit réaliste et qu'il soit réalisable. Ça, c'est important. C'est vraiment… alors, un projet, il peut être ambitieux. On peut avoir envie de changer énormément de choses. Mais on va prendre son temps dans ces cas-là. Moi, je suis un partisan des transitions douces. Parfois, on voit dans la presse, des cadres bancaires qui sont devenus ébénistes dans la Creuse, des choses comme ça. Pour moi, ce n'est pas mon modèle de reconversion, si vous voulez. Moi, mon modèle de reconversion, c'est quelque chose qui se fait dans la douceur, qui se fait dans le temps. Mais parce que c'est fait dans le temps, on sécurise sa situation, on avance pas à pas, on se fait confiance, mais on se donne des étapes pour y arriver. Et c'est ça qui fait qu'on ne va pas se mettre en danger et qu'on ne va pas risquer de faire un mauvais choix qui deviendrait une impasse. Ça, c'est important. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le déroulement. Alors, il y a quelques outils qu'on utilise aussi. On a un test des soft skills. Donc là, Marine va vous partager dans le chat, pour tous ceux qui voudront l'essayer gratuitement, le test des soft skills. Il faut prévoir à peu près 25 minutes, une demi-heure pour passer ce test-là. Vous aurez une petite synthèse du test. C'est gratuit. Donc, vous allez voir, c'est très sympa. On a un petit jeu de cartes qui s'appelle le jeu de cartes des valeurs. Ça, c'est pour rendre un petit peu plus ludique les entretiens.
Donc vraiment, voilà, des outils, on essaie d'être dans le ludique, d'être dans le plaisant, d'être dans le plaisir. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez plaisir à aller voir votre consultant et à faire ce travail de réflexion sur vous-même. C'est hyper important voilà, d'être dans le plaisir parce que c'est ça la source de votre énergie au quotidien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le déroulement du bilan de compétences. Alors maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais et les autres, tous ces gens-là que vous avez accompagnés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils font? Quels bénéfices ils en ont tiré? Parce que c'est bien beau ce que vous nous dites, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? On pourrait le traduire comme ça. Donc, écoutez, on va regarder un petit peu. J'ai prévu justement de vous faire un retour sur ces éléments. Puis bien sûr, après, vous pourrez poser vos questions dans le temps de questions. Alors là, je vous présente en fait, donc ça c'est une étude qu'on a faite sur 5000, un petit peu plus de 5000 personnes qui ont réalisé un bilan de compétences. Et donc cette étude, elle nous montre les différents types de projets qu'ils ont pu choisir à l'issue de leur bilan de compétences. Donc, sur les 5000 personnes, vous avez à peu près 55% qui ont décidé de changer de métier. Là, vraiment, on est sur un changement qui est quand même assez important, mais toujours avec cette logique de transition douce. Un changement de métier, il ne faut pas que ça soit brutal, ça peut être progressif, il y a plein de manières de faire. Et on parle plus d'évolution professionnelle que vraiment que de rupture. C'est évoluer vers un nouveau métier. Donc, un petit peu plus de 55%. Ensuite, on a à peu près 12-13% qui ont choisi d'évoluer en interne, 12-13% qui ont choisi de chercher un nouvel emploi, simplement changer d'employeur tout en continuant à faire le même métier. Et puis après, tout de suite, on est sur des nombres de personnes un petit peu moindres, des échantillons un petit peu moindres, aux alentours de 6%, se former, développer ses compétences, approfondir ce que je sais faire déjà. Mais garder une dynamique, parce que je me suis rendu compte que finalement, et ça c'est un effet du bilan de compétences, c'est qu'on voit différemment. Parfois on est un peu bloqué, on est dans une insatisfaction, mais on ne se rend pas compte que finalement la situation professionnelle qu'on a, elle est bien sur pas mal de choses aussi. Parce que si vous voulez, quand on parle de sens au travail, on a tendance à se limiter aux valeurs. Mais en fait, le sens, c'est plus large. On travaille aussi pour nourrir sa famille, pour financer les études de ses enfants, pour avoir des vacances sympas. Oui, le sens, c'est plus large. Il n'y a pas qu'un sens valeur, il y a un sens tourné vers soi, il y a un sens altruiste. Le sens, c'est très large. Et donc, parfois, des personnes se rendent compte finalement que leur job actuel remplit un certain nombre de cases, coche un certain nombre de cases, et qu'il suffirait qu'elles modifient un peu tel ou tel aspect, et ça c'est le cas sur la formation, pour retrouver de la motivation, retrouver de l'oxygène. Et ça, c'est ça aussi qui est intéressant. Il n'y a pas besoin de tout changer, de tout jeter par la fenêtre. Non, il faut prendre ce qu'on a aujourd'hui et puis évoluer. Mais bien sûr, quand on est vraiment en situation de mal-être, parfois, un changement plus important s'impose. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis 6% des personnes qui vont changer d'entreprise. Et puis après, on a une petite frange de personnes, alors là on est aux alentours de 2%, qui vont renégocier leurs conditions de travail, un petit peu plus de télétravail, un temps partiel, des volumes horaires, un cadre qu'on modifie. Ça, parfois aussi, ça suffit à redonner un élan, un plaisir qui avait été perdu. Et puis dans autres, c'est des gens par exemple qui vont prendre un congé sabbatique, un congé parental, qui vont prendre une retraite anticipée. Enfin voilà, et après il y a plein de choses aussi qui sont possibles en dehors de celles que je cite. Donc voilà, ça c'est les résultats à peu près sur 5000 personnes. Et puis après, vous avez une étude qu'on a menée. Alors là, c'est une étude qu'on va sortir. Là, j'étais justement avec eux avant le webinaire. Donc, c'est le cabinet Asteres. Je ne sais pas si vous connaissez ce cabinet. C'est un cabinet qui évalue les politiques publiques. Donc, c'est vraiment une évaluation objective, en fait, de l'efficacité du bilan de compétences qu'on a fait réaliser pour essayer de voir ce que ça faisait sur les personnes qu'on accompagnait. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est vraiment des bénéfices assez étonnants et assez forts. Donc déjà, il y a une très forte augmentation de la satisfaction professionnelle, la confiance en soi et l'estime de soi. Donc ça, ce sont des effets, on va dire, psychologiques
psychosociaux très importants. On a des gens finalement qui parfois vont mal et qui vont beaucoup mieux après. Et forcément, comme ils vont beaucoup mieux, ils renouent avec la productivité, l'employabilité. Donc finalement, ils retrouvent une utilité et une place dans une entreprise qu'ils avaient peut-être le sentiment d'avoir perdu. Plus étonnant, il y a une amélioration des relations avec les collègues et le manager et l'entourage professionnel plus généralement. Alors ça, c'est sans doute lié au fait que dans le bilan de compétences, on fait beaucoup réfléchir à sa manière de fonctionner. On apprend à ne plus être dans le jugement, mais dans la compréhension de ce qui se passe. Pourquoi je ne m'entends pas avec telle ou telle personne? Ah oui, mais moi, j'ai cette façon de fonctionner. Lui, il a cette façon de fonctionner. Et donc, c'est vrai qu'il y a des effets bénéfiques comme ça, un petit peu étonnants. On a bien sûr une réduction importante du niveau de stress et de l'épuisement professionnel. Ça, c'est vraiment des facteurs. Le bilan de compétences, moi, je crois que c'est un véritable rempart contre le burn-out. Donc, si vous avez des symptômes, si vous sentez que vous êtes épuisé professionnellement, là, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à vous engager dans cette démarche parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas quand on est vraiment dans une fatigue trop grande ou dans la maladie. C'est vraiment, pour moi, c'est un outil de prévention, le bilan de compétences à ce niveau-là. Et puis, ça réduit les périodes d'inactivité et de chômage parce que forcément, comme on est motivé, comme on sait ce qu'on veut, on n'a pas envie de rester au chômage, en fait. On n'a pas envie de rester inactif. On n'a pas envie de rester en arrêt maladie. Non, on a envie d'agir et d'avancer. Et c'est ça qui est assez formidable, je trouve, dans cette prestation. Alors, pour terminer, en conclusion et en synthèse de ce que j'ai pu vous dire, c'est que voilà, les personnes qui réalisent un bilan de compétences, elles se sentent en général plus épanouies et plus productives. Et je rajoute plus productives parce que c'est important. L'épanouissement, c'est quelque chose d'interne, c'est ce qu'on ressent. La productivité, c'est ce qui est tourné vers les autres, c'est ce que je produis pour la société, pour mon entreprise. Et ça, c'est important aussi d'en tenir compte. On n'est pas que dans une quête d'épanouissement. Il faut aussi qu'on apporte quelque chose à la société parce que c'est comme ça qu'on sera reconnu, c'est comme ça qu'on recevra un salaire, c'est comme ça que la société pourra fonctionner. Et donc, il faut avoir une dimension à la fois un peu égoïste, en tout cas, et puis une dimension altruiste. Donc, les personnes qui réalisent un bilan de compétences se sentent plus épanouies et plus productives parce qu'elles exercent un métier plus proche de leurs valeurs, qui répond mieux à leurs besoins, qui est plus cohérent avec leur personnalité et qui leur permet mieux d'exprimer leurs talents. Voilà la conclusion et la raison des effets du bilan de compétences. Pour terminer, la dernière, ça c'est important quand même de vous informer là-dessus. Comment financer votre bilan de compétences? Voilà, donc ça c'est important pour ceux qui ont envie d'entreprendre la démarche. Eh bien, il y a 4 façons, mais là, vous pourrez en discuter avec un consultant si vous le souhaitez. Le CPF, bien sûr, qui est parfaitement adapté au financement du bilan de compétences. Mon compte formation.gouv.fr, vous connaissez. Alors maintenant, il y a une petite épreuve supplémentaire qui est l'identité numérique, mais qui permet d'éviter la fraude. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Le plan de développement des compétences, on travaille énormément avec des entreprises qui ont à cœur d'accompagner leurs collaborateurs. On est en exclusivité avec le groupe Société Générale, dont on accompagne les collaborateurs sur la partie bilan de compétences, le groupe Auchan aussi. Donc voilà, vous voyez, je pense qu'il y a des entreprises qui sont soucieuses de ça et qui sont conscientes des bénéfices aussi des salariés, mais aussi pour elles, de proposer ce type de prestations. Pôle emploi, alors soit en cofinancement avec le CPF, soit en direct via l'AIF. Et puis, bien sûr, le financement personnel, qui est aussi une manière. Alors ça touche les salariés du privé, mais aussi parfois les salariés de la fonction publique qui peuvent avoir un petit peu plus de mal. Ça dépend des administrations, mais à faire financer leur bilan. Mais ça vaut le coup parce que finalement, c'est son avenir, c'est son bien-être. Et ça n'a pas de prix. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le bilan de compétences. Vous aurez bien sûr dans le replay nos coordonnées et on va pouvoir passer à la partie questions, même si j'ai un petit peu débordé dans la partie présentation. Voilà. Marine, quelles sont les questions qui ont été posées par nos participants et participantes? Oui, alors on va commencer tout de suite donc, par Sophie au sujet de la boussole qui nous demande si mon projet me correspond mais qu'il n'y a pas de demande. Alors, ça c'est la question finalement de est-ce que je dois forcément exercer un métier qui est en tension? Alors,
sur cette question-là, je vais avoir, à mon sens, pour moi, il faut avoir une logique d'offre. C'est-à-dire que si vraiment on est passionné, engagé, motivé pour exercer un métier, il ne faut pas s'empêcher de le faire parce qu'il n'y aurait pas un marché de l'emploi qui serait florissant. Ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Si vraiment on a envie, ça veut dire qu'on va être meilleur que les autres, ça veut dire qu'on va pouvoir faire sa place. Après, ça dépend. Il faut évaluer quand même de façon concrète ce que vous entendez par possibilité, par offre ou par demande. S'il y a vraiment zéro offre d'emploi sur votre territoire, là, effectivement, c'est problématique. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler sur un projet intermédiaire. Est-ce qu'il n'y a pas des projets qui pourraient se rapprocher de vos valeurs, de vos besoins, de votre personnalité, de vos talents, auxquels peut-être vous n'avez pas pensé encore aujourd'hui, qui ne seraient peut-être pas aussi parfaits que le projet que vous envisagez, mais qui vous permettraient de faire ce premier pas vers un mieux-être. Vous voyez ? Et puis après, il reste aussi la possibilité, parfois aussi, de développer cette activité de façon complémentaire à son emploi actuel aussi, pour pouvoir tester. Ça, on le conseille beaucoup pour tout ce qui est métier du bien-être, parce que ça, les métiers du bien-être, c'est très saturé aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens sur le marché, ils ont du mal à vivre, mais on peut réussir à développer une activité dans le domaine du bien-être, mais il va falloir le faire sur une longue durée et souvent en coactivité d'un emploi pour pouvoir y arriver. Donc, en fait, il y a plein de stratégies. Vous voyez, il y a plein peut-être de compromis à faire, mais il ne faut pas non plus s'arrêter en se disant bon, non, il n'y a aucune demande, donc j'abandonne et je ne le fais pas. Je suis sûr qu'il y a des compromis à faire, peut-être des jobs intermédiaires, des situations intermédiaires. Il y a probablement des solutions à votre question. Merci. Alors, on a une seconde question qui nous demande quel levier peut-on donner avec le RH quand le bilan fait apparaître une évolution en interne, surtout quand il y a une formation à engager. Alors, c'est quel levier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, si vous avez fait un bilan de compétences, alors tout dépend s'il a été financé par l'entreprise ou s'il a été financé par le CPF, par exemple, ou sans avertir l'entreprise. Ça, c'est important si vous avez des projets d'évolution interne. Moi, je recommande systématiquement de demander le financement du bilan de compétences à son entreprise. C'est-à-dire quand on envisage d'évoluer en interne, il faut demander à l'entreprise de financer le bilan de compétences. Pourquoi ? Parce que ça va permettre cette demande déjà d'initier un dialogue avec l'entreprise. Voilà, ce dialogue, ça va être en gros, ma situation, elle ne me correspond pas tout à fait, j'ai envie d'évoluer, mais j'ai envie d'évoluer chez vous, en interne. Voilà, donc est-ce que vous acceptez déjà de me financer un bilan de compétences ? Donc ça, je pense que ça, c'est un premier point. Après, le levier avec l'entreprise, effectivement, quand il s'agit de financer une formation, c'est une discussion. C'est une discussion et là, c'est une négociation. Donc là, il faut voir, il faut discuter avec l'entreprise, savoir qu'est-ce qu'elle est prête à faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire, pourquoi, comprendre ses contraintes. Peut-être qu'elle n'est pas prête à financer toute la formation, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de poste en interne et qu'on n'ose pas vous le dire. Il faut arriver à creuser par la discussion et avoir un langage un peu de vérité pour savoir exactement qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est le coût de la formation ? Et moi, je crois énormément au dialogue. Alors, bien sûr, il a des limites parce que parfois, on tombe sur des gens qui sont obtus ou qui ont des contraintes qui leur interdisent de pouvoir nous dire oui. Mais je pense qu'avec un dialogue, on peut construire un projet ensemble qui ne va peut-être pas être du tout de suite maintenant. On peut jouer sur les délais. On peut peut-être jouer sur le coût de la formation en la réalisant module par module. On peut peut-être en prendre en charge une partie personnellement. Je sais qu'en France, ce n'est pas culturel, mais quand ça nous tient vraiment à cœur, ça montre aussi qu'on est prêt à miser. Il y a toujours des solutions. Il faut dialoguer. Après, si aucune solution n'est possible, malgré le fait que vous ayez fait un bilan de compétences, malgré le fait que vous ayez été dans le dialogue, malgré le fait que vous ayez été prête à faire des propositions et que ça ne marche pas, là, il faut réfléchir à se dire, bon, soit mon projet, il me tient vraiment à cœur et dans ces cas-là, je suis prêt à changer d'employeur,
ou soit non, je préfère rester chez mon employeur parce que pour X raisons. Donc là, il y a, à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, tout ça, il y a un choix à faire. Et parfois, le choix peut être de quitter l'entreprise. Merci. Alors, on enchaîne par une autre question de Radia qui nous demande comment faire si le métier qui nous correspond n'existe pas encore. Alors, si le métier qui nous correspond n'existe pas encore. Alors, oui, sans doute qu'il s'agit de ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Eh bien là, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, le métier n'existe pas encore. Eh bien, ce qu'on va faire, très concrètement, eh bien, on va créer son auto-entreprise. Et dans cette auto-entreprise, on va proposer les services qui correspondent à ce métier qui n'existe pas encore. Et en parallèle de son job actuel, on a un job, voilà, ça permet, on gagne sa vie, on paye son loyer, on continue de vivre normalement. Et en parallèle, on va développer une activité qui est nouvelle. On va aller proposer ces services à différentes entreprises sur cette activité nouvelle. Et puis, on va commencer comme ça à se construire une petite activité en complément de son activité professionnelle classique. Et puis, cette activité, s'il y a de la demande, si effectivement ce métier dont vous parlez n'existe pas encore, mais qu'il est voué à exister, eh bien forcément, cette demande, elle est vouée à augmenter. Et donc, au départ, vous allez faire quelques prestations, vous allez gagner un peu d'argent. Donc, ce qui est bien, c'est que ça met du beurre dans les épinards. Hein, on améliore sa rémunération. Et puis, au fur et à mesure, si ça marche, eh bien, l'activité va grandir. Et puis, progressivement, elle va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Et puis, il y a peut-être un moment donné, vous allez switcher. Parce que vous allez dire, ça y est, j'ai suffisamment d'activité dans ce nouveau métier que j'ai fait. Alors, soit là, on est sous une forme entreprise, mais parfois, on n'a pas trop le choix parce que quand un métier est nouveau, il y a trop peu d'entreprises qui embauchent. Mais par contre, ils ont besoin de quelques heures, quelques missions par-ci, par-là. Donc, c'est comme ça c'est reprendre cette idée de la transition douce. Alors, bien sûr, ça nécessite un engagement parce que ça veut dire qu'il faut travailler en plus de son emploi actuel. Mais c'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc, si vous avez vraiment envie de le faire, il faut construire cette transition douce. Donc là, on est un peu à cheval entre le bilan de compétences et la création d'entreprise. Il faudrait voir quelle est la maturité de votre idée, mais si votre idée est un petit peu mûre, j'irais plus faire de la création d'entreprise, comment le faire concrètement et proposer des services dans ce domaine-là. Voilà. Merci. Alors, il nous reste encore 2-3 petites questions et on enchaîne par Nathalie qui nous demande s'il y a une adaptation du bilan de compétences au HPI ou est-ce que c'est le même parcours pour tous les types de personnes? Non, le bilan de compétences, c'est le même pour tous les types de personnes parce que les questionnements sont les mêmes. Après, si vous êtes HPI ou que vous connaissez un HPI, il faut en tenir compte. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui forcément va nous affecter. Va faire par exemple qu'on va être beaucoup plus sensible à la critique, qu'on va être beaucoup plus sensible au conflit. Il y a plein de choses comme ça. On va avoir une pensée en arborescence. Donc en fait, tout ça, ça va venir comment dire. Il y a des environnements professionnels qui seront plus propices au HPI que d'autres. Voilà. Il y a des postures professionnelles qui seront plus propices que d'autres aussi. Donc, il faut en tenir compte, mais le déroulement lui-même, par contre, du bilan de compétences ne va pas être différent. Ça, je ne le pense pas. Alors ensuite, on a une question qui revient beaucoup, c'est concernant la réforme du CPF. Est-ce que cela va impacter le financement pour les bénéficiaires? Alors effectivement, il y a en discussion aujourd'hui au niveau du gouvernement et on essaye, nous en tout cas, d'agir pour que s'il y a un reste à charge, il soit minimal parce que voilà, on tient à ce que le bilan de compétences reste accessible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de décision de prise. C'est en discussion. Je pense que ça fait partie un petit peu des discussions autour là, des syndicats et du gouvernement sur un package plus global sur les conditions de travail, le partage de la valeur. Voilà, vous voyez, ils ont amorcé tout un dialogue autour de sujets de ce type, notamment les carrières aussi. Moi, j'ai bon espoir et en tout cas, nous, on va présenter notre étude Asterès aux différents acteurs politiques pour soutenir cette idée. Peut-être qu'il y aura un reste à charge de défini. Ça serait à mon sens dommage, mais
Et voilà, après, il peut y avoir des contraintes budgétaires qu'on peut comprendre. Donc, en tout cas, nous, on va tout faire pour que ça soit, s'il doit y avoir un reste à charge, qu'il soit minimum. Aujourd'hui, il n'y en a pas, en tout cas. Donc, profitez-en. Merci. Alors, on continue. Il nous reste encore 2-3 petites questions. Et une question qui revient également, c'est peut-on réaliser un bilan de compétences lorsqu'on est en arrêt maladie? Oui, tout à fait. En fait, quand vous êtes en arrêt maladie, c'est même conseillé, hein, parce que ça peut vous permettre aussi de retrouver de l'élan. Et donc, il suffit juste d'avoir l'autorisation de son médecin, mais généralement, il n'y a pas d'opposition du médecin généraliste. Et puis on peut démarrer un bilan de compétences. Il n'y a aucune contre-indication. Alors ensuite, on a une question de Clotilde qui nous demande comment se passent les séances en visio et en présentiel, ainsi que la durée. Donc, les séances, c'est 2 heures. Alors, nous, on privilégie le présentiel, donc parce qu'on a un réseau de proximité. Après, il y a des personnes qui peuvent aussi vouloir du mixte, pour des raisons, je sais pas, des contraintes de transport, parce qu'elles aiment bien la visio, que sais-je. Donc ça, c'est possible de faire du mixte. C'est possible aussi de faire du 100% visio, si vous préférez. Mais voilà, généralement, nous, on privilégie le présentiel parce que c'est aussi agréable. On peut, on boit un petit café, un thé. Il y a quelque chose il y a une convivialité du rendez-vous qui est sympa. Voilà, et ça dure 2 heures. Et c'est vraiment des échanges basés sur le travail que vous avez pu réaliser avant le rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez ces fameux books sur lesquels il y a des histoires, des exercices, des questionnaires, des tests. Et puis après, vous discutez avec le consultant pendant le rendez-vous de tous ces résultats pour vous faire avancer dans votre réflexion. Et c'est des rendez-vous de 2 heures. Il y en a 8 au total. Merci. On a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. On est dans le timing en tout cas. Un grand merci de votre présence parce que c'est toujours gratifiant de voir qu'il y a un intérêt pour ce qu'on fait et c'est important. J'espère que ça vous aura donné envie en tout cas d'entreprendre cette expérience qui est assez extraordinaire. En tout cas, quand on voit les résultats et tous les témoignages qui sont laissés sur notre site internet ou par rapport à la méthode et à ce que ça fait vivre aux gens. En tout cas, je vous souhaite tout l'épanouissement que vous méritez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.